Chers auditeurs, bonjour et bienvenue ici au Parlement européen à Bruxelles. Nous sommes en compagnie de Virginie Joron. Virginie Joron, vous êtes donc députée Rassemblement national au Parlement européen ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur cette réunion du Bilderberg à Lisbonne, au Portugal, le 21 mai dernier. Alors c'est très récent, on le sait, le Bilderberg, c'est une réunion qui réunit des acteurs du monde des affaires, des médias, des politiques, qui s'est donc réunis cette année à Lisbonne. Chaque année, c'est dans un endroit différent. Et vous avez voulu revenir dessus parce que donc, des commissaires européens étaient présents. Et pourquoi en fait ça pose problème, Madame Joron? Comme vous savez, mon combat c'est sur la transparence, notamment les contrats Pfizer. Et là, on voit que c'est à la base, les réunions, ces événements annuels de Bilderberg sont plutôt secrètes. D'ailleurs, dans le communiqué de presse de cet événement, on n'a pas les sujets finalement, on n'a pas les ordres du jour. Il se dit que les discussions sont presque à huis clos, qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis. Et du coup, je m'interroge pourquoi ces trois commissaires. Donc, quand je vois la liste, je me demande comment ils ont été choisis aussi. Le choix, quel mandat ils ont, quel financement ils ont pour aller à cet événement qui pour moi est un événement privé. Bilderberg, c'est quoi en fait? C'est une réunion entre le public, privé, tous les intérêts divergents. Et quand on voit cette liste, ça m'interroge. Voilà, on a Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne. On a un ancien aussi président de la Commission, on a José Manuel Barroso, qui en plus là pour le coup, il est indiqué comme un conseiller international de Goldman Sachs. Alors que moi aujourd'hui, il était aussi dans le conseil d'administration de Gavi. Vous savez, c'est l'alliance internationale mondiale du vaccin. Et puis après, on a aussi Paolo Gentiloni, commissaire pour l'économie. On a aussi, et là aussi, je ne l'ai pas mis parce que je vais poser la question à la Commission, sur quels critères, sur quel mandat ils ont pour représenter donc, la Commission européenne. Et on a aussi Madame Roberta Metsola, présidente du Parlement, qui est aussi invitée à cet événement. Et pour finir, Didier Reynders, qui est commissaire à la justice, qui sont donc invités à cet événement public, privé, avec des sujets qui quand même sont interpellants. On a entre autres toujours l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Et puis moi ce qui m'interroge c'est le sujet US leadership. Donc qu'est-ce qu'à avoir l'Union européenne à aller parler de US leadership? Voilà, donc plein de questions qui... On va dire la direction américaine. C'est quoi les sujets? Comment ils sont choisis? Quelles sont les discussions? Puisque s'ils y vont en tant que commissaire européen, il faut de la transparence, il faut savoir ce qu'il se dit là-dedans. Parce que ça va avoir sans doute un impact sur la politique ici après au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, moi je m'interroge sur le fond, le mandat, le financement et puis... Et comme on dit aujourd'hui, à quelques jours des prochaines élections européennes, il est important de clarifier tout ça parce que les citoyens veulent savoir ce qui se dit dans ces événements dits secrets. Vous avez aussi des Français, pour le coup, on a des ministres aussi. Alors comment ils sont choisis eux aussi? C'est M. Macron qui leur demande individuellement d'y aller. Donc on a Gabriel Attal, ministre des Affaires publiques. On a aussi un autre Français, Clément Beaune, ministre du Transport. Donc, quels sont les critères? Pourquoi ils sont choisis? Quel mandat ils ont? Quels intérêts ils représentent pour pouvoir discuter dans ce panel avec des sujets qui sont différents, qui touchent différents intérêts. Et encore une fois, je ne vois pas là les intérêts de l'Union européenne à proprement parler, ni de la France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'énergie, de la crise bancaire, il y a aussi la Chine, il y a l'Europe, mais effectivement, il n'y a pas la direction européenne. Fiscal. Voilà, alors il y a Europe, mais Europe ça veut tout et rien dire. Il n'y a pas institution européenne, il n'y a pas avenir européen, il n'y a pas les institutions. Alors j'ai envie de dire, déjà on a une piste.
Alors, une piste. oui. Alors, permettez-moi d'être un peu ironique. On a une piste, on a M. Bourla qui est là. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir. Voilà. Alors il ne veut pas venir présent. à Bruxelles, Ouais, ouais. Il va à Davos, hein, il aime bien aller à Genève, il va là pour le coup au Portugal, donc à Lisbonne, mais par contre Bruxelles il n'aime pas. Hein. Il n'aime pas venir, ça fait 2 fois qu'on voudrait qu'il vienne, puisqu'il a quand même le contrat le plus important ici par la Commission. Donc du coup on s'interroge aussi pourquoi il est là, encore Pfizer, encore au milieu là, dans cette liste. Ils auraient pu très bien inviter le président, M. Bancel de Moderna, mais non, ou de Sanofi, mais non. Non, il est toujours là, M. Bourla. Donc qu'est-ce qu'il a à nous vendre? Qu'est-ce qu'il a à prévoir pour l'avenir? Donc voilà un petit peu cette liste qui interroge. Je pense que je vais travailler dessus un moment parce que, encore une fois, ce manque de transparence, le mandat qu'ils ont de la part de qui, on ne sait pas, et les discussions pareilles qui ne sont pas reproduites, interrogent. Alors justement, donc on parle de Pfizer, donc vous avez voulu poser aussi une question écrite parce qu'on a appris récemment que Pfizer voulait racheter un autre laboratoire pharmaceutique que personnellement je ne connaissais pas, Seagram, qui apparemment serait pour une valeur de 40 milliards d'euros. C'est quand même une somme considérable. Donc j'imagine que cette fusion sera donc étudiée par la Commission européenne et validée par la Commission européenne. Et ça pose la question du contrôle des fusions, du contrôle des aides d'État. Et donc vous avez voulu poser une question sur ce sujet. Alors c'est vrai que je ne suis pas mono-sujet Pfizer-BioNTech, mais on voit que toute la saga continue. Entre autres, effectivement, on se rend compte avec ce scandale où il y a des négociations qui sont toujours en cours. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, tout à l'heure, entre 17h15 et 18h, j'ai encore une réunion avec la commission Covid. Normalement, je n'ai même pas le droit d'en parler, hein, mais il y a une petite réunion pour nous parler des contrats où, encore une fois, on va devoir s'auto-censurer, où on va devoir déclarer comme quoi on ne peut rien dire de cette réunion. Donc moi, je trouve ça scandaleux parce que ça concerne des deniers publics, les intérêts des citoyens européens et encore une fois, un contrat qui ne va pas pour moi dans le sens des intérêts de la Commission. Et pour le coup, c'est la question que je pose à la Commission. On sait tous maintenant qu'il y a une surcommande. Depuis le début, hein, on l'avait déjà nous dénoncé, une surcommande, 4,6 milliards de doses, 2,4 milliards de doses que pour Pfizer, avec effectivement une demande qui s'est amoindrie et surtout une surcommande, puisque, comme je le rappelle, 445 millions de citoyens européens, 2,4 milliards de doses, on ne sait pas pour qui finalement étaient destinées ces doses. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, puisque beaucoup d'États de pays de l'Est veulent renégocier les contrats et surtout pas dans le sens que la Commission est en train de faire. Je rappelle que Pfizer est en train de négocier pour que les doses annulées coûtent que 10 € au lieu de 20 € la dose. Et ça, effectivement, des pays de l'Est s'insurgent contre cette nouvelle négociation. Tout à l'heure, on va avoir encore une réunion à huis clos où on ne peut rien dire et je ne pourrais même pas en parler, mais j'attends que les journalistes fassent leur travail parce que apparemment eux, finalement, arrivent à plus faire passer le message que nous, alors qu'on est censé contrôler la Commission puisque c'est notre mandat de député européen qui est censé faire cette activité, mais on nous ôte ce droit. Donc effectivement, je pose cette question parce que voilà, il y a un décalage entre cet argent jeté par les fenêtres, enfin, dans les fenêtres de Pfizer, hein, on entend bien, hein, 2,4 milliards de doses. On a calculé que c'était à peu près 35 milliards d'euros au final. Là, ils sont en train de renégocier pour étaler la commande jusqu'en 2027, alors qu'au départ, c'était 2026. Là, on va jusqu'en 2027. Donc, il en faut de la pandémie hein, pour qu'on tienne jusqu'en 2027. Hein, c'est un peu ça le message aussi. Et donc, on se rend compte que finalement, d'un côté, une surcommande, donc un profit énorme pour Pfizer. En plus, on a bien vu, grâce au reportage de complément d'enquête, que le coût de la dose serait de moins d'1 $ la dose, alors qu'ils le vendent 20 € ici à la Commission. Et puis donc, ce qui permet effectivement après à ce laboratoire de pouvoir racheter des laboratoires. Et on se demande si finalement ces aides publiques qui sont pas fictives, mais en tout cas qui sont indirectes, puisqu'on a ces surcommandes, permettent en fait finalement à Pfizer de racheter des laboratoires qui seraient en difficulté. C'est qu'on a l'impression que le marché intérieur est peut-être déstabilisé, en tout cas qu'il y a une concurrence un peu déloyale peut-être entre certains laboratoires et d'autres. Et effectivement, et puis on a favorisé Pfizer au détriment des autres. Et je rappelle juste la concurrence entre les différents laboratoires qui proposaient ce vaccin. Tout de suite, on a favorisé Pfizer. Pourquoi on a commandé à Pfizer 2,4 milliards de doses alors qu'il y avait d'autres concurrents qui aussi étaient
en termes de qualité du vaccin, a priori, avait les mêmes conditions que Pfizer, comme Moderna, celui de Moderna, et puis le AstraZeneca. Alors après, il y aurait eu des problèmes d'effets secondaires, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, tous les vaccins ont des problèmes d'effets secondaires. Donc il y a eu un favoritisme, et on le voit encore aujourd'hui avec effectivement ce rachat qui Pfizer, grâce à ce trésor de guerre que Pfizer a réussi à constituer avec cette surcommande, se permet de racheter des laboratoires, effectivement. Donc là, c'est Seagen pour 40 milliards d'euros. Et je pense qu'il y en a d'autres, puisque je me souviens que l'année dernière, ils avaient aussi opté pour un autre laboratoire. Donc on va suivre aussi ce dossier, parce que, effectivement, ce favoritisme par la Commission va au détriment de la libre concurrence des laboratoires ici au niveau du marché intérieur européen. Eh bien, merci Virginie Joron pour ces éclaircissements et à très bientôt sur nos réseaux. N'oubliez pas de partager.